Bienvenue dans cette vidéo. Alors je pense que certains d'entre vous se sont fait avoir par le côté un peu putaclic du titre. Ouh là là, équipe de France, un naufrage. Eh bien spoiler, je vais tout de suite vous donner le résultat pour ceux qui n'ont absolument pas envie de savoir le pourquoi du comment, mais pour moi ce n'est absolument pas un naufrage et c'est même tout le contraire. Mais avant de pouvoir vous expliquer pourquoi je trouve que l'équipe de France a fait un très beau parcours cette saison, on va parler de la base, c'est-à-dire déjà comment devient-on joueur pour l'équipe de France, comment devient-on sélectionneur, on va parler aussi du format par équipe, quelle stratégie peut-on avoir derrière l'appariement. Ce sont des questions qui restent quand même importantes et qu'il faut savoir, donc pour toutes les personnes qui connaissent à peu près ou connaissent pas tout le système du format par équipe, tout le circuit, tout ce qui nous amène à pouvoir nommer le sélectionneur de l'équipe de France, eh bien on va en parler dans cette vidéo. Et du coup, avant même de pouvoir parler du WTC, etc., je vais répondre rapidement à une question, c'est peut-on participer au WTC tout seul? La réponse est oui. Alors attention, le WTC, en gros, c'est le championnat du monde par équipe de Warhammer 40 000. Là où Games Workshop, de leur côté, organise le championnat du monde en solo. Et c'est là où ça va être intéressant. À partir du moment où vous inscrivez, vous pouvez jouer. Donc si vous voulez découvrir un peu cet univers du WTC, vous pouvez parfaitement vous inscrire au Warmaster GT pour pouvoir participer en individuel au tournoi et donc voir un petit peu comment ça se passe des tournois de ce type d'envergure. Et bon, je vous l'apprendrai pas, mais si vous avez les capacités financières, l'envie et la disponibilité pour y aller, je vous y encourage. C'est une superbe expérience. Bon, maintenant qu'on a fini avec le Warmaster, comment ça se passe au niveau du circuit compétitif Warhammer 40 000 en France afin de pouvoir nommer le sélectionneur de l'équipe de France et donc d'avoir une sélection française qui représentera la France au WTC. Et ça, je dois vous dire que le circuit, c'est une sacrée aventure. Très bien, commençons par le début. La FEC, qu'est-ce que c'est? La FEC, c'est l'acronyme de French ETC Qualifier. Leur mission est de promouvoir le jeu compétitif en France, d'accentuer la visibilité des joueurs français à l'étranger et de distribuer les Golden et Silver Tickets. En gros, les billets d'or et d'argent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous donne en fait une place au championnat du monde en solo de Warhammer 40 000 organisé par Games Workshop et cette année en 2023, cela se déroulera à Atlanta, aux États-Unis. Ok Bijourne, tu nous dis que la FEC c'est French ETC Qualifier, mais ETC c'est quoi? ETC c'est l'acronyme de European Team Championship. Championnat par équipe européen. Ça a longtemps été le berceau un peu du championnat du monde de Warhammer 40 000, bien avant la création du WTC. Cependant, en raison de désaccords organisationnels, les capitaines des équipes nationales de l'époque ont pris la décision de créer le WTC, se détachant ainsi de l'ETC. Mais comment s'articule le circuit de qualification en France pour le WTC? Ça, c'est une bonne question, Jamy. Bon, pour répondre à cette question, penchons-nous sur les ligues, car nous avons un système de ligues en France. Nous disposons de 3 ligues. La Ligue 3, le plus bas niveau on va dire, la Ligue 2 et ensuite la Ligue 1. La répartition se fait de manière géographique. Les L3, donc Ligue 3, sont établis dans des zones comme Grenoble, Toulouse ou la Normandie. Ce n'est pas forcément des zones géographiques qui sont situées dans des villes, c'est surtout de la répartition de zones assez restreintes. Ensuite on arrive sur la Ligue 2. Là, la répartition fonctionne différemment. On a une répartition par rapport aux 4 régions de la France. C'est-à-dire que nous avons le sud-ouest, le sud-est, le nord-ouest et le nord-est. Bon. Alors que la Ligue 1, elle, est complètement nationale. En tout cas, j'ai eu quelques chiffres de la part de la FEC. Donc pour la saison 2023-2024, on comptait 16 Ligue 3, c'est important, hein, 4 Ligue 2 et une seule L1, évidemment, puisqu'elle est au niveau national. Et le tout regroupait plus de 1000 joueurs répartis dans 116 équipes différentes. Wow. Quand j'ai reçu ces chiffres-là, j'étais super étonné, agréablement étonné, hein. Mais franchement, on a une communauté compétitive qui est très active. Ensuite, pour la saison donc 2024-2025, celle qui arrive en cours, elle prévoit déjà 124 équipes et près de 1250 adhérents, laissant présager l'ajout de nouvelles Ligue 3 cette année et une éventuelle 5e Ligue 2. Je sais pas comment ils vont l'appeler. On a fait Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Ouest, Nord-Est, la Ligue Centre, peut-être. Je sais pas. Bref. Bon. Dès lors, quelles sont les démarches pour inscrire une équipe? Elles sont assez simples. Tout au long de l'année, vous pouvez rejoindre une équipe en remplissant le formulaire approprié sur le serveur Discord de la FEC, que je vous mets bien entendu en description, et en adhérant à l'association. L'inscription d'une équipe à proprement parler doit être effectuée en début d'année. Les inscriptions se clôturent généralement autour du 28 août. La vidéo va sortir après le 28 août, je pense.
Donc, too late pour ceux qui voulaient s'inscrire, mais c'est comme ça. Maintenant, comment sont composées les équipes? Une équipe de L3 compte au minimum 6 joueurs, parce que vous allez faire des tournois par équipe de 6. Par contre, pour ce qui est de la L2 et de la L1, minimum c'est 8 joueurs, parce qu'ils vont faire des tournois à 8 joueurs. Par contre, il n'y a pas de limite maximale au nombre de joueurs par équipe. Mais il y a un petit système qui se rajoute, c'est le système de mercenariat. Ce système, il est uniforme. Un joueur peut être mercenaire pour une équipe de niveau supérieur. Donc si vous êtes de Ligue 2, vous ne pouvez être mercenaire que de Ligue 1. Et la Ligue 1, il n'y a pas de Ligue au-dessus, donc pas de mercenariat pour vous. Il y a tout de même une exception, c'est la Ligue 3. Ces joueurs peuvent jouer dans toutes les autres ligues. Donc si vous êtes joueur de Ligue 3, vous pouvez jouer en tant que mercenaire pour une équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1. En tout cas, vous ne pouvez le faire qu'une fois par an. Donc il y a quand même... c'est assez restreint. Pour ce qui est des coachs par équipe, il n'y a pas de limite, mais leur présence doit faciliter le déroulement des parties sans gêner les joueurs. Donc en général, c'est assez rare d'avoir plus de 2 coachs par équipe. Régulièrement, il y en a 1 ou 2, mais rarement plus. Ensuite, un autre rôle dans une équipe, c'est celui de capitaine. Et donc... quel est le rôle qui lui revient? Le capitaine, c'est le porte-parole de votre équipe vis-à-vis de la FEC et de l'arbitrage. Il représente son équipe au conseil des capitaines, votant sur des questions organisationnelles ou alors liées au codex et au FAQ lorsque vous êtes hors délai pour un tournoi. Par exemple, si vous avez un tournoi qui dit on accepte les publications qu'au 22 janvier et qu'en fait il y a une espèce de grand changement, grand chamboulement qui arrive le 23 janvier, là on va convoquer les capitaines pour dire est-ce que vous voulez l'adopter, bien qu'elle soit sortie le 23 janvier, alors que l'on avait mis une limite au 22 janvier. Bon, en général, avec juste 24 heures de différence, je pense que tout le monde dira oui. Mais des fois, il peut y avoir des différences un peu plus importantes que 24 heures, et là, il vaut mieux se mettre d'accord. En tout cas, au sein de l'équipe, le capitaine prend souvent des décisions concernant les recrutements, le choix des codex, les appariements, etc. Ok, donc, on connaît les ligues, comment ils sont organisés, les rôles au sein d'une équipe, le nombre de joueurs minimum, maximum, le système de mercenariat. Mais du coup, comment passe-t-on d'une ligue à l'autre? Comment une L3 arrive en L2 et une équipe de L2 arrive en Ligue 1? Eh bien, une équipe doit remporter sa ligue au cours de l'année, puis passer par des phases de play-off, car chaque Ligue 2 et Ligue 1 n'admettent que 2 nouvelles équipes. Et pour ce qui est de l'inverse, la rétrogradation, eh bien une équipe qui termine dernière de la Ligue 1 est automatiquement relégués en Ligue 2. Ou alors, dans les 2 dernières places de la Ligue 2, ils sont forcément rétrogradés. Par contre, seule l'avant-dernière équipe de la Ligue 1 peut conserver sa place en participant aux play-offs de la Ligue 2 et en terminant parmi les 2 premières, parce que si elle rate, elle est aussi reléguée, elle est rétrogradée. Ok, maintenant on comprend un peu le système de ligue, la répartition, comment sont formées les équipes, etc. Mais quand est-ce qu'on parle de l'équipe de France? Eh bien du coup on va commencer à aborder ce sujet avec le tournoi du Big Four. Le Big Four c'est quoi? En fait c'est un tournoi qui va permettre de couronner le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Et pour ça, ce sont les 4 équipes de L1 qui se sont maintenues. Ils vont faire un tournoi, le capitaine de l'équipe victorieuse deviendra le nouveau sélectionneur de l'équipe de France pour la saison. Et cette année, pour la saison 2024-2025, ce sont les équipes Demi-Croustillant, Paris United Alpha, les No Name et les FTA qui se sont maintenus et donc qui iront faire le Big Four. Alors une fois que le Big Four est passé, le capitaine de l'équipe victorieuse devient le sélectionneur de l'équipe de France et là il va commencer un parcours assez périlleux parce que du coup il va devoir tenir compte des résultats des joueurs des différentes équipes, que ce soit au format par équipe mais aussi en solo, ça peut servir. Ainsi, le parcours des équipes françaises dans le monde compétitif de Warhammer 40 000 est un voyage assez passionnant et d'efforts, de stratégie et de détermination parce que il faut se déplacer dans tous ces tournois. Donc c'est cool tout ça, mais là on va arriver dans quelque chose d'assez important sur le format par équipe avant de passer à l'analyse de l'équipe de France, c'est la mécanique d'appariement. C'est une très grosse mécanique. Et pour ça, je vais utiliser Tabletop Simulator. Pour ceux qui sont curieux de qu'est-ce que c'est Tabletop Simulator, je vous invite sur mon tutoriel, tout simplement. J'ai créé un tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment installer Warhammer 40 000 sur votre ordinateur afin de jouer via Tabletop Simulator. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nous sommes sur une équipe de 8 qui affronte une équipe de 8, donc c'est le format WTC. Si vous êtes en Ligue 3, ou si vous souhaitez intégrer le système de ligue de la FEC, vous serez forcément en Ligue 3 au début, et donc ce seront des équipes de 6. Dans tous les cas, voilà ce qui se passe. Les 2 capitaines des équipes, en général ce sont les capitaines, mais ça peut être les coachs, en tout cas, une personne de chaque équipe va lancer un dé. Donc 5 pour les rouges, 4 pour les bleus, c'est l'équipe rouge qui gagne le petit token du choix de la
la table. Je vais vous expliquer un peu l'importance de ce token, mais c'est bon de le noter. Donc là, nous avons les 8 factions qui sont jouées par chaque équipe, et suite à ce jet de dés, on commence le pairing. Comment ça se passe? Chacune des équipes va choisir un défenseur, par exemple ces deux-là. Une fois que les deux équipes l'ont sélectionné, ils le gardent bien sûr caché et vont révéler leur défenseur en même temps. Par la suite, chacune d'elles vont choisir 2 attaquants pour affronter le défenseur adverse. Donc, par exemple, chez les rouges, ça va être ça et ça, et chez les bleus, ça va être ça et ça. Donc toujours, pas se cacher, et une fois que tout est fait, on révèle en même temps. Et donc, c'est ici que, eh bien, on va faire quelque chose d'assez inhabituel, mais chaque équipe va choisir l'attaquant qui affrontera son défenseur. Donc, les deux cartes, hop, vont être prises par l'équipe adverse. L'équipe adverse va choisir, par exemple, pour les bleus, ce sera cette liste-là qui affrontera le Craftworld, et cette liste-là qui n'affrontera pas le Craftworld. Pour les bleus, ça va être celle-ci qui affrontera l'Adeptus Mechanicus, et celle-ci, hop, qui ne l'affrontera pas. Une fois que c'est fait, on révèle les deux qui sont retirés, et du coup, ils retournent, hop, case départ dans leur équipe. Pourront être reproposés plus tard. Ensuite, on révèle les 2 cartes attaquantes, et là, on se rend compte qu'on aura Deathguard contre Craftworld. Désolé Bob, tu vas affronter le Craftworld. Maintenant que nous avons nos 2 premiers match-up, c'est bien beau tout ça, mais on a 8 tables. Faut savoir qu'au WTC, nous avons 2 tables qui sont assez chargées en décor, 2 autres qui sont très légères en décor, et les 4 autres qui sont plutôt moyennes. Donc là, ça va être très intéressant pour le défenseur de choisir sa table parce que il va prendre une table qui lui est plutôt avantageuse. Vu que c'est l'équipe rouge qui a le jeton de choix de table, donc eh bien c'est l'Adeptus Mechanicus qui choisira sa table avant le Craftworld. Là, j'affronte du Space Marine, il a pas de tir indirect, il a pas beaucoup de tirs, donc on va prendre une table légère en décor, comme ça moi je vais pouvoir lui tirer dessus, admettons. Donc une fois que l'Adeptus Mechanicus, donc le premier défenseur ici, a choisi sa table, c'est au tour du Craftworld. Le Craftworld il se dit, moi c'est pareil, la Deathguard, j'ai besoin d'avoir une ligne de vue pour lui mettre des gros tirs, donc désolé Bob, on va aller sur une table où tu pourras pas te cacher. Et donc là, vous voyez, au fur et à mesure que l'appariement avance, eh bien, on a nos choix de table en fait qui s'amenuisent. Le premier tour est fait, on passe le token de l'autre côté. Ce sera au tour des bleus d'avoir la priorité sur le choix de la table. Donc là, rebelote, chaque équipe choisit un défenseur. Hop, on va mettre ça, on va mettre ça. Une fois que c'est choisi, on révèle. Chaos Space Marine, Chaos Démon. Chaque équipe va choisir 2 attaquants à mettre en face du défenseur adverse. Une fois que c'est fait, c'est révélé. Chaque équipe va choisir qui affrontera quoi. On va dire, lui, il est refusé, et ça, c'est bon. De l'autre côté, pareil. On va dire lui est refusé, et ça c'est bon. Donc une fois que c'est fait, les refusés ici repartent dans leur équipe, et on révèle les 2 autres. Donc là on sait qu'on aura Chaos Space Marine français contre Adeptas Aurita, et Necron français contre Démon du Chaos. Mais puisque c'est l'équipe bleue qui a le petit jeton de table, eh bien c'est l'équipe bleue qui va choisir sa table. Donc là, Space Marine du Chaos, on va dire, il y a beaucoup de tirs chez les sœurs de bataille, allez hop, on va se mettre là. Le Necron, lui, se dit « Alors attends, puisque lui, là, il a pris une table lourde, par rapport aux copains que j'ai derrière, ils vont avoir besoin d'une table lourde, moi, pas forcément contre le Necron, donc je vais aller prendre une table moyenne. » Donc toi, il regarde les décors, on va dire que la table 3, elle est très bien. Donc, les choix sont faits. On va mettre le défenseur en haut, puis l'attaquant en bas, comme ça, c'est pareil partout. Et donc, maintenant qu'on a nos 4 tables de fête, on passe à une autre étape. Le jeton change d'équipe, et là on va arriver sur une étape assez importante dans les choix que l'on va mettre, aussi bien en défense qu'en attaque. On commence par ça. Ce qu'il faut savoir à cette étape-là, c'est que pour chaque équipe, ils vont mettre un défenseur. Jusque-là, on est d'accord. Donc les deux mettent un défenseur. Ce qu'il faut savoir déjà avant même de révéler les 2 défenseurs, c'est que parmi vos 3 dernières cartes, il y en a 2 qui vont être mis en attaque de chaque équipe. Peu importe laquelle. Et du coup, il nous restera une liste dans chaque faction qui n'aura même pas été sélectionnée dans ce match. Et bien ces deux-là vont forcément s'affronter. C'est-à-dire qu'on continue la simulation. Les 2 défenseurs sont révélés. L'équipe de France dit « Ah tiens, un Drukhari, on va y mettre ces 2-là, on va proposer ces 2 attaquants et on garde notre culte en liste refusée. » De l'autre côté, l'équipe rouge fait de même. « Ah tiens, un Custodes, et ben écoute, on va peut-être forcer le match miroir et sinon les Eldar. » On les révèle, même cinéma, une équipe, forcément chaque équipe va choisir quel attaquant sera refusé et quel attaquant sera accepté. On verra plus tard, mais il y a déjà de la stratégie par rapport
à cette étape. Une fois que c'est fait, on les révèle. Donc nous avons Drukhari Astra Militarum avec la priorité de choix de la table. Donc le Drukhari se dit « Oula, Astra Militarum, il me faut une table chargée. » Hop, je vais prendre la dernière table chargée, je vais m'y mettre. Ok, très bien. Maintenant, on a ensuite l'Adeptus Custodes contre l'Adeptus Custodes. Et vu que c'est l'équipe rouge qui a eu le choix de la table et ils viennent de le faire, c'est à l'Adeptus Custodes d'aller choisir sa table. Donc on va dire, moi, j'aime bien la 5. Hop, il prend la 5. Donc ça, c'est fait. Et bien maintenant, avant même de parler des deux listes refusées, eh bien ce sont les deux listes délaissées. Ils vont s'affronter. Donc on aura Craftworld contre Thousand Souls. Eh bien, le choix revient à l'équipe bleue, puisque le token est à l'équipe rouge, les défenseurs se sont installés, et donc forcément, si on suit le processus basique, le jeton passe à l'équipe bleue. Donc du coup, ça reste quand même l'équipe bleue qui aura l'avant-dernier choix. Donc le Thousand Sun se dit, bon bah vas-y, moi je préfère la 4, je m'y mets. Et évidemment, les deux dernières listes oubliées n'ont pas le choix de la table, ils prennent la dernière qui reste. Et donc voilà comment se déroule un appariement. C'est le système basique qu'il faut comprendre. Maintenant que vous comprenez un peu comment ça se déroule, eh bien on va pouvoir commencer à construire certaines stratégies. Et du coup, on va pouvoir commencer les débuts d'analyse de l'équipe de France WTC. Alors, est-ce un naufrage ou pas? Bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, spoiler, je ne trouve pas. Allez, c'est parti, on va expliquer tout ça. Ok, on est de retour, du coup, là j'ai mis mes petites lunettes pour mes petits yeux sur mon fichier Excel. Donc là, vous pouvez voir, vous avez le tableau justement récapitulatif des résultats, en gros, des 36 équipes du WTC, où je suis allé récupérer à la mano, hein, vous voyez, hein, les 36 équipes. Mais avant de vous parler de ce tableau, où j'ai pris les stats les plus intéressantes hein, pour expliquer le parcours de l'équipe de France, on va un peu faire le point sur ce que signifie chaque colonne en gros. Et avant tout, on va un peu expliquer le format de 2 points sur le WTC. Déjà, on est sur un format par équipe, et des équipes de 8. Ça veut dire qu'il va falloir marquer un certain nombre de points de victoire cumulés entre les joueurs de l'équipe pour pouvoir déterminer si on gagne la manche, si on égalise ou si on la perd. C'est que donc vos 8 joueurs vont affronter les 8 joueurs de l'équipe adverse. Donc là, j'ai fait une petite équipe fictive. On commence par le plus beau, le plus grand, de son 1m70, hein, le Bijorn. Voilà, donc qui fait sa partie, il fait 86 à 53, donc un joli score. Ensuite, on a Bob the Sponge avec sa grande Deathguard, le maître du pustule, a affronté un Eldar, on va dire, il marque 72 à 98, donc bravo Bob, ta Deathguard est OP, elle arrive à tenir face à un Eldar. Heureusement que ce sont des résultats fictifs. Ensuite, on a Babel Ben, 75-22, solide aussi sur cette partie. La Corneille, bien sûr, à 3 yeux, qui est toujours présente, pas très loin pour répondre aux questions, car c'est un arbitre de la fake. Voilà, petit bisou Corneille. Bon, malheureusement, il a trébuché, il a glissé sur une peau de banane. Son 3e œil ne lui a pas suffi, et du coup, il fait 32-90, mais on va dire c'est normal, hein, il a affronté ce vil culte Genestealers alors que lui joue Votan. Ensuite, on a Chlorel. Chlorel, c'est le copain qui nous a appris à utiliser Rosterizer pour ceux qui ont suivi la vidéo tuto sur Tabletop Simulator. Le copain, le bro, l'ami de toujours, le Léo de l'équipe FNP, dont un short en fait partie aux dernières nouvelles. Ensuite, on a Félix de la Wargame Room et Jirio, qui est un peintre pro. Donc, on affronte notre adversaire, on va marquer un certain nombre de points de victoire que j'ai mis ici, qu'on va appeler les points de partie. Voilà. Vous savez, c'est lorsque vous faites du primaire, du secondaire, vos 10 points de peinture, paf, ça donne ça. Et donc, à partir de ces résultats-là, de vos points de victoire et des points de victoire de l'adversaire, on va pouvoir établir une note sur 20. Et cette note sur 20, c'est tout simplement la différence entre vos points de partie et ceux de l'adversaire. Par exemple, pour moi, 86 à 53, ça fait 33. Je vous le fais ici en direct. 86 moins 53, ça fait 33. 33, là on prend notre petit tableau qui est juste ici et on va aller voir. Donc 0 à 5, non c'est pas nous, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, ah on s'en rapproche, 31, 35, donc on est dans cette tranche là, du coup je gagne 16 à 4. Et donc c'est la note sur 20 que je mets ici. Ensuite on fait la même chose pour chacun, 15, 5 pour Bob, 20, 0 pour Babel, 0, 20 pour Corneille, 14, 6 Chlorel, 10
10-10 pour Léo, 9-11 pour Félix et 8-12 pour Girio. Bon, à partir de là, ça va commencer à être intéressant. Donc dans un premier temps, ici, j'ai mis les cumuls de points de partie. Donc ça, c'est le cumul de vos notes ici, enfin de vos points de partie ici. Et à côté, en Battle Point, j'ai mis le cumul des notes sur 20. Mais juste la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire moi, par exemple, j'ai pris 16, plus 5, plus 20, plus 0, plus 14, plus 10, plus 9, plus 8, ça nous donne 79. Et c'est là où tout le sel du format par équipe prend son sens, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a cumulé les notes sur 20, donc en Battle Point, on va faire une différence entre les points de l'équipe adverse et les nôtres. On a 8 joueurs par équipe, on peut mettre 20-0 maximum. Donc 20 x 8, ça veut dire que maximum, on peut rapporter 160 points. Pour savoir si vous gagnez, il faut mettre 86 points ou plus. Pour égaliser, non, pour perdre, ça va être plus simple. Il faut mettre 74 ou moins. Et l'égalité est entre 75 et 85. Donc, à partir du moment où on va aller regarder dans un tableau, on va regarder ici, on va se dire, est-ce qu'il est à 86 ou plus? Si oui, alors c'est une win qui vaut 2 points. Ça, je vais venir juste après. On va voir s'il est entre 85 et 75 compris, hein, c'est une égalité, donc 1 point. Et s'ils ont 74 ou moins, c'est perdu, c'est 0 point. Et donc, par rapport à nous, on est à 79. Donc, 79, c'est compris entre 75 et 85. Donc, on a fait une draw, et on a égalisé. Ici, dans victoire, égalité, défaite, donc win, draw, lose, j'ai mis D pour draw, non pas D pour défaite. Dans le match point, j'ai mis 1 point. Et là, maintenant, on va pouvoir comprendre un peu mieux que ça le tableau que je vous ai donné. Donc, si on prend l'exemple de la Pologne, 119, on est au-dessus de 86, 127, toujours au-dessus, 106, encore au-dessus, 103, toujours. Donc, pour l'instant, on est à 4 victoires qui valent 2 points chacune, donc 4 fois 2, 8. 81, égalité, donc 1 point. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Et ensuite, on a 2 victoires, parce qu'on est au-dessus de 86, donc 9 et 4, 13 points. On est sur le match point. Maintenant, si on regarde par exemple la France, 110 victoires, 86 victoires, mais juste, parce qu'on a mis les 2 points qu'il faut, même pas les 3 points, non si c'est ça, les 2 points, 86, 87, 88, bon, les 3 points qu'il faut, victoire, victoire, 94, on est au-dessus de 86, victoire, 91, victoire aussi, donc là on est à 8 points, ronde 5, crac, aïe, 70 points, c'est perdu, donc 0, ronde 6, pareil, 67 points, donc 0, ronde 7, 80, là on a une égalité parfaite, c'était contre la Belgique, qu'on verra un peu plus tard, 80, 80, et donc c'est une égalité, on marque 1 point. Donc si on cumule, ça fait 2, 4, 6 et 8, 0, 0, donc on est toujours à 8, et un 9. Donc c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est ah, mais on n'est pas tout seul à 9. On a l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, Pays-Bas, Belgique, France et Écosse. On a marqué 9 points. Donc comment faire pour nous départager? Eh bien, c'est très simple, on va aller dans les Battle Points. Donc je vous rappelle, Battle Point, là, c'est le cumul des notes sur 20. Donc je reviens ici, pour la France, qui est ici, le cumul. Donc si je fais le petit calcul, vous le voyez pas ici, c'est pas grave. Faites-moi confiance, 110 plus 88 plus 94 plus 91, 70, 67, 80, et ben on a les 100 points tout rond. Et donc on fait la même chose pour toutes les équipes et ensuite il suffit de les organiser. Donc 74 au-dessus de 632, qui est au-dessus de 627, qui est au-dessus de 606, de 602, de 600 et de 580 pour l'Écosse. Et donc comme ça, on fait un premier départage. Et c'est ce qui donne ce classement. La France arrive 11e par ce biais. Cette mécanique a quand même des petits soucis parce que certes au WTC, les 3 premières rondes que l'on a, on est dans ce qu'on appelle un pod ou pour ceux qui font des tournois, on est dans une poule. Une poule c'est quoi? C'est un regroupement d'équipes dans une même poule où les équipes vont affronter toutes les équipes de la même poule, donc du même pod. Nous on avait l'Écosse, on avait UN Malte et l'Islande avec nous. Et donc on a affronté les 3 autres équipes. On s'est tous affrontés sur ces 3 rondes. Il nous a permis en fait de faire un premier classement. À partir de là, on a un premier arbre et ensuite on part dans le mode de la ronde suisse. La ronde suisse c'est quoi? La ronde suisse c'est, vous faites votre première ronde, si vous gagnez, vous allez forcément affronter que des personnes qui ont déjà gagné. Et ensuite petit à petit, ceux qui ont gagné 2 fois vont affronter ceux qui ont gagné 2 fois, etc. etc. Donc le problème de ce système de ronde suisse, c'est qu'en fait, il arrive que si jamais vous perdez une fois, donc forcément vous allez plus vous battre contre des équipes qui sont très fortes, et vous allez vous battre contre des équipes qui sont un peu moins fortes. Et c'est là où on va s'intéresser en fait à la statistique du Win SOS et du Win Extended SOS. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là où j'ai pris en fait un tournoi que j'ai fait il y a quelques temps déjà, où j'ai affronté, alors j'ai enlevé les pseudos,
anonymiser mes adversaires qui ne voulaient peut-être pas qu'on les juge là-dessus et qu'on les discrimine, donc je les ai enlevés. Autant ici, je me suis fait plaisir et je pense que ça les fera marrer. Hein. Bref, là-dessus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au WTC, pour calculer le Win SOS et le Win Extended SOS, eh bien, il faut comprendre qu'une win, c'est 1 point, une égalité, c'est 0,5 points, et perdre, c'est 0 points. Et donc, qu'est-ce que le win sauce? Eh bien, le win sauce, en fait, on va prendre en compte les victoires, égalités et défaites que vont faire les adversaires que vous avez rencontrés. Donc, c'est forcément une statistique qui se réalise, qui est réellement parlante à la fin complète d'un tournoi. Quand je dis complète, c'est-à-dire que vous avez fait toutes vos rondes. Il s'avère que à ce tournoi, nous avions 5 rondes à faire. Ça, c'est mon parcours à moi perso. Dans les match points, vous savez, c'est 2 points la win, 1 point l'égalité et 0 la lose en WTC. Mais pour le win SOS, il faut compter qu'un point. Donc je me suis amusé à voir combien j'avais. J'ai fait 4 points. Donc voilà. Donc tous ceux qui m'ont affronté, leur win sauce que j'ai pas mis ici parce que sinon ça faisait un tableau étendu et je voulais que ça reste un petit peu concis. Déjà que l'explication est pas non plus des plus limpides parce que c'est que de la statistique. Si vous aimez pas les chiffres et les tableaux et Excel, c'est sûr vous allez pas passer un bon moment. Hein. Mais bon, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait moi. Mais s'il faut, ça on le prend pas en compte. Donc le win SOS, moi je suis à 3,1, sachant qu'un win SOS max, c'est-à-dire que vos adversaires gagnent tout le temps sauf contre vous. Donc ça fait 4, c'est que 4 max. Donc 3,1 sur 4, c'est une bonne note. Voilà. Donc j'ai fait un parcours honorable. Là on va prendre nos adversaires. Donc mon premier adversaire durant le tournoi, il a perdu sa première ronde. Ensuite il gagne, il perd et il gagne. Donc là si on suit notre petit tableau ici, 2 wins, ça fait 2 points. Pour le deuxième adversaire, donc là on peut voir il a fait un super parcours. Il fait win, égalité, non pas défaite, hein, égalité. Donc lui il fait un super parcours, donc en match point il fait 4,5 parce que chaque victoire il en a fait 4, donc c'est 1 point x 4, 4, et l'égalité c'est 0,5, donc il a 4,5. Ensuite mon troisième adversaire il fait victoire, lose, victoire, donc il fait 3 points. Mon quatrième adversaire il fait égalité, victoire, égalité, il perd et victoire. Donc là on est à 0,5 plus 1, 1,5 plus 0,5, donc 1,5, 2 points, et 3 points ici, donc il est à 3. Et enfin mon cinquième et dernier adversaire que j'ai rencontré en dernière ronde, qui perd la première, ensuite il gagne, donc ça fait déjà 3 points, et il perd, donc on est à 3. À partir de là, on va calculer les match points de vos adversaires et on va les diviser. Donc j'ai eu 5 adversaires, donc je vais vous le faire ici. Hop, on va faire la petite somme, on additionne tout ça, ce qui nous donne 15,5. Mais j'ai eu 5 adversaires. On va prendre les 15,5 que l'on va diviser par 5 parce que on a eu 5 adversaires. Donc 3,1, je le retrouve ici, donc Win SOS. Maintenant que vous comprenez un petit peu ce qu'est le Win SOS, plus les adversaires sont forts, plus du coup notre note de Win SOS sera grande et plus proche du maximum. C'est là où on va commencer à s'intéresser au tableau de score de l'équipe de France par rapport aux autres équipes et sur leurs statistiques de Win SOS. Je vais brièvement parler du Win Extended SOS. Ici on s'intéresse victoire, défaite, égalisation de vos adversaires, mais le Win Extended SOS lui prend en compte ensuite les victoires, égalité, défaite des adversaires de vos adversaires. Alors, comme on le voit, si jamais on fonctionnait en match point, clairement la France, oui effectivement, et en battle point, la France arrive 11e parce qu'elle n'a pas mis suffisamment de points durant ces rondes. C'est-à-dire que sur des rondes, on va dire plus faciles, comme la première ronde où ils ont mis quand même 110 points, ce qui n'est pas rien, et bien en fait sur les autres, ils n'ont pas mis suffisamment de points pour gagner, parce que là, vous voyez, du Pays-Bas, Belgique, France, on n'a que 6 points de différence. 600 pour la France, 602 pour la Belgique et 606 pour les Pays-Bas. Ça veut dire que si à un moment donné ils avaient peut-être mis 7 points, la France aurait fini 10e et non pas aurait fini 9e et non pas 11e. Mais déjà si on était juste premier des pays à 9 points, eh bien on finissait 6e, ce qui est pas mauvais. Donc ça veut dire qu'en fait notre place de 11e, une préparation plus longue, parce qu'il faut savoir quand même que la V10 est sortie fin juin. Ils ont eu tellement peu de temps pour accorder leur violon, se préparer, faire les listes, sachant qu'il y a eu beaucoup de changements avec les FAQ, les routes
rules commentary des développeurs, etc. etc. Ce qui fait que, ouais, faut vraiment aussi comprendre que dans le temps qui leur était imparti, il y a eu tellement de changements que c'était ultra difficile de se préparer de manière optimale. C'est-à-dire, une équipe de France, en plus sur la dernière année de la V9, il y a peu de changements en soi, qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sélectionneur de l'équipe de France est sélectionné, est nommé, et gagne le Big Four, à partir de là, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 9 mois. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 mois de préparation parce que en V9, je ne sais pas si Games Workshop continuera, en tout cas en V9, tous les trimestres, il y avait en tout cas de la balance data slate, donc quelques modulations dans le jeu. Et du coup, ils avaient au moins 3 mois de préparation. Là, ils ont eu 1 mois, 5 à peine. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Là, le taf de Père Castor, franchement, je veux pas sa place. Le gars, ok, il est élu. Il est élu en V9, le pépère. On lui dit, PK, tu joueras en V10. Ah, ok, alors ressemblera à quoi la V10? Et bah du coup, on va essayer de taper dans toutes les rumeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Des fois, il y a beaucoup de fake. Faut faire le ménage dans les dans les reveals, se bouffer toutes les previews, bosser. Enfin voilà, c'est le temps de préparation de l'équipe de France. Pour moi, le temps réel, c'est 1 mois et 1 semaine. Le temps réel. Alors, ok, certains ont pu tester en avance via TTS parce qu'on a eu des informations un peu plus tôt par rapport à certaines factions, etc. Mais franchement, pour moi, temps réel de l'équipe de France, 1 mois. 1 mois de préparation, ils arrivent 11e. Bah, franchement, je tire ma casquette. Donc c'est ça aussi qu'il faut que l'on comprenne. Et maintenant, si on dépasse le match point, le battle point, et qu'on va dans WinSOS, et bah la France, tout d'un coup, on est 3e. C'est-à-dire que sur les 36 équipes, à égalité avec l'Espagne, mais les adversaires de nos adversaires ont fait mieux, un meilleur parcours. C'est-à-dire que la France a fait le 3e parcours le plus difficile des 36 équipes. C'est-à-dire que même la Pologne qui gagne, et tout le monde le dira, aucun commentaire sur le jeu de la Pologne, les mecs, c'est des bêtes, c'est des brutes. Eux aussi ont un parcours de dingue, 4-14, 4-43 pour la France, c'est pas grand-chose. Ok, ça fait quand même une différence en termes de statistiques, mais là la France est 3e. De 11e, on passe à 3e. Et alors si en plus on trie avec les adversaires de nos adversaires, la France on est 2e avec la Pologne en première place. Donc je suis désolé, la France, cette année, a fait un parcours de malade. Officiellement, ils ont 1 mois de préparation, ils arrivent 11e, ils ont le 3e parcours le plus compliqué du WTC, avec des adversaires de bon niveau, et le 2e parcours le plus compliqué, si on étend aux victoires, défaites, égalité des adversaires de nos adversaires. Je suis désolé, pour moi, la France a fait un taf de malade. Je veux dire, il n'y a rien d'autre. Donc pour moi, la France a été exceptionnelle dans son résultat global. Maintenant, il va falloir parler d'autre chose. Le pairing et les estimés. Donc, en première partie, je vous ai expliqué un peu la mécanique du pairing et des estimés. Donc là, on va passer à une autre partie de la vidéo. J'ai repris la composition de l'équipe de France et les estimés que j'inscris ici, c'est à la ZUB. C'est en full aléatoire qu'il faut comprendre. C'est ce petit tableau ici que vous avez. Donc, la légende. Donc, couleur vert foncé, on va dire 20-0. En tout cas, c'est une estimation où, normalement, quand vous affrontez une faction, d'un point de vue général, vous devez mettre 20-0. Avec un bonus-malus, alors qu'est-ce que le bonus-malus? Vous avez une note sur 20 à la fin. Vous vous en souvenez, on en a parlé ici, ici, la note sur 20, par rapport à vos points de partie. Donc les estimés, déjà, ça veut dire que le joueur a fait suffisamment de parties contre la faction. Par exemple, Eldar, rouge contre les orques, 0-20 pour le joueur orc. Donc ça veut dire qu'il a dû faire suffisamment de parties contre différentes listes orcs et styles de jeu orc pour dire, en général, contre orc, je mets 0. Il me défonce. Donc on part du principe que le vert foncé c'est 20-0, donc le bonus-malus. Pour savoir si vous allez gagner, il faut que vous fassiez un bonus de plus 6. Parce qu'en fait, 80 à 80 c'est égalité, il faut faire 86. Un bonus-malus, donc le bonus quand vous faites 20-0 c'est plus 10. Parce que vous êtes 10 points au-dessus de la moyenne. A contrario, quand vous êtes à 0,20, vous faites un malus de moins 10. Mais j'ai rajouté un peu de variables en me disant, d'un point de vue mathématique, si jamais on met genre 13,7, 13 c'est plus proche de 15 que de 10, donc 13 c'est plutôt un 15,5. Et donc on serait sur un vert clair. Vert clair 15,5, donc plus 3 plus 7. Donc plus 8 plus 10, ça veut dire sur le 20,0, si on met 18,2, on reste correct sur son estimé. Donc vert clair 15,5, jaune 10,10 égalité, orange 5,15, rouge 0,20 et le violet c'est on sait pas, et en gros la variable c'est de moins 5 à plus 5 points. Soit vous prenez un 15,5, soit vous gagnez un 15,5
5 en gros. Parce que normalement, une faction que tu affrontes, tu sais si tu la poutres, tu sais si tu la poutres pas, et quand t'as aucune idée, c'est soit t'as pas préparé le match-up, soit t'as préparé le match-up, et il y a tellement d'autres conditions qui peuvent dire si tu mets 15-5 ou si tu mets 5-15, que du coup, violet, on est plutôt sur un -5 + 5. Alors, suite à ça, donc, nos joueurs de l'équipe de France se sont entraînés, on va dire, contre toutes les factions, et ont déterminé ce genre d'estimé. Donc l'Eldar, par exemple, Zeka se dit, bon bah, 15-5 contre la Deathwatch, je le bats, mais je fais 15-5. Donc 15-5, je fais +5 en bonus, je suis dans ma tranche de +3, +7. Contre Imperial Knight 20-0, etc., etc. Et donc, une fois que on connaît les estimés des listes d'armées que l'on va jouer contre d'autres factions, bah, si jamais on va devoir affronter telle faction, donc sur notre pairing, et bien là, si jamais on doit affronter de la Deathwatch, bah voilà quelles sont les équipes, en gros, qui sont fortes et pas fortes contre. Si on affronte la Deathwatch adverse, et ben notre Astra Militarum est sur un 20-0, Aeldari Custodes plutôt 15-5, dans une égalité Black Templar Thousand Suns Chaos Space Marine, orange, donc 5-15 Culte Genestealers, et on sait pas, entre un +5 et un -5, c'est le Necron. Pour ça, c'est juste l'extraction en gros de chaque armée ici de notre adversaire, parce que ce genre de tableau va être intéressant. Alors bien sûr, hein, je vulgarise hein, tout ça, tous ces tableaux, c'est vulgarisé, c'est bien sûr simplifié, et de toute manière, les couleurs ne sont pas réelles, mais ça va vous permettre en fait de comprendre comment va se dérouler la stratégie de pairing. Paf, ici. Alors, comme je vous ai expliqué dans la première partie de la vidéo, ici on va voir le pairing. Donc là on retrouve l'équipe de France avec les armées qu'il joue, et ici l'adversaire avec les armées qu'il joue. Donc, vous vous souvenez, on va annoncer une défense, la France annoncera une défense, l'adversaire une défense, et vous savez, il y a un certain jet de dés pour déterminer qui aura le jeton du choix de la table. Mais encore que, pour l'instant, ça, on s'y intéresse pas trop. Là, c'est de se dire, voilà, on est équipe contre équipe, à la table des pairings. Et donc là, la France, en fait, ils ont toutes leurs cartes. Aeldari, Culte, Genestealers, etc. Pareil pour l'adversaire. Première question dans une équipe, quand vous avez un roster, une composition, qui c'est que je vais mettre en premier défenseur. Sachant que sur la première défense, on n'a aucune information. La seule information qu'on ait, c'est les armées qu'il joue. Et là, on peut se dire, ah, il joue Eldar, on sait que ça gagne un peu contre tout. Est-ce qu'on mettrait pas ça en première défense? Comme ça, en fait, on s'assure une première lecture, une première ronde plutôt bonne, parce que du coup, on s'assure au moins une défense solide. On va gagner un peu de points sur ce premier match. Donc ça, c'est plutôt une pensée défensive, où on va assurer des points. Il y a la pensée, on va dire, agressive, où on va prendre, genre, la faction qui a les pires match-up, et donc là, on revient chez nous. Donc là, il y a beaucoup de orange et un rouge en Astra Militarum, il y a un peu de jaune et de orange et un rouge en Thousand Suns, Templar, aïe aïe aïe. Donc là, on peut se dire, bon, bah, si on veut jouer agressif, on peut se dire, vas-y, on sacrifie le Black Templar, on verra bien ce qu'ils vont nous mettre en face, et du coup, on peut se dire, bah, vas-y, en première def, on va mettre le Black Templar. Donc je vais faire un peu une stratégie agressive côté français, une stratégie défensive côté de l'adversaire. Donc paf, on va dire, on va mettre Black Templar en défense, et eux, ils vont mettre Aeldari parce qu'ils veulent jouer défensif et assurer les points. On révèle les cartes, et les deux équipes se rendent compte que, ah, la France a mis Black Templar en défense, et les adversaires ont mis l'Aeldari. Et donc là, ça devient intéressant. Alors autant ici, on s'en fout, que ici, ça peut être bien. Côté français, on se dit, bon, ils ont mis Aeldari. On vient sur nos estimés. On cherche Aeldari ici. Donc ils nous ont mis Aeldari chez nous. Qu'est-ce qu'on a de bien contre Aeldari? On a les Thousand Suns, qui met un 15-5 d'estimé normalement. On peut faire le match miroir avec l'Aeldari, et du coup c'est un jaune, donc 50-50, hein, 10-10, mais avec une variable, comme on dit, et c'est là où le +2, -2 devient intéressant. Le jaune, j'ai mis une variable de -2, +2. Donc ça veut dire qu'on accepte une égalité, même si l'Aeldari, sur son 50-50, ne rapporte que 8 points au lieu de 10. Donc certes, il rapporte 8 points, mais ça veut dire qu'on est en retard de 2 points sur l'égalité, et donc de 4 points sur l'adversaire. On peut se dire, est-ce que on va chercher à lui mettre des points, ou est-ce que on va sacrifier, alors là on peut pas mettre Black Templar, hein, mais on va sacrifier un Necron ou un Astra Militarum contre l'Aeldari. Alors vu qu'on est agressif, côté français, on va mettre le Thousand Suns. Donc on va lui proposer le Thousand Suns, et alors on peut lui proposer un autre. Et là on se dit, est-ce qu'on veut mettre des points? Si on veut mettre des points, bah, les deux qui nous restent, c'est ça. Hein. Donc là on se dit, bon, notre Aeldari, en termes de match-up, il a beaucoup de match-up ultra favorables contre l'équipe adverse. Ce qu'on peut se dire, c'est, on va pas mettre Aeldari, on va mettre Custodes, parce que Custodes est un peu moins flagrant en termes de points de victoire que l'Aeldari. Donc on va lui proposer Custodes.
De l'autre côté, l'adversaire, je sais pas, on lui montre Black Templar. Donc ils peuvent se dire, alors pas la Eldari parce qu'il a été mis, je vais mettre une petite case noire à côté pour dire que ça a été choisi. Donc ici on va se dire, bon, ils savent pas trop, bon, si on fait l'estimé inverse chez nous, Black Templar, c'est pas fort contre Aeldari. C'est fort contre quoi? C'est fort contre Necron, Adeptus, Custodes. Donc ça veut dire que les adversaires doivent pas mettre Necron ou Adeptus, Custodes, mais ils pourraient mettre Aeldari. Donc de bol, Aeldari, bah, c'est déjà mis en défense 1. Ok, si on veut sécuriser des points contre Black Templar, bah faut mettre, sinon c'est Imperial Knight, Culte Genestealer, c'est Chaos Knight. Culte, ça peut mettre des points contre pas mal d'autres factions de l'adversaire. Donc, est-ce que c'est le bon choix? Si on regarde Imperial Knight, l'équipe de France a beaucoup de factions qui sont capables de bien scorer contre Imperial Knight, donc est-ce qu'on ferait pas Imperial Knight contre Black Templar pour essayer de gratter des points? Parce que Imperial Knight c'est bien contre Black Templar mais pas trop contre le reste. Donc du coup on peut se dire bon, on va déjà proposer Imperial Knight. En général qui dit Imperial Knight dit Chaos Knight un peu dans la même vibe. Donc là on pourrait proposer Chaos Knight en même temps. Comme ça, ils se démerdent, ils voient entre eux. Donc là, c'est toujours d'un point de vue défensif. On arrive là-dessus. Donc là, on révèle les attaquants et les joueurs vont, enfin les équipes vont choisir quel attaquant ils vont prendre. Alors, les équipes discutent et là, ils vont choisir. Alors, la France dit, ok, on a beaucoup de match-ups qui sont bons contre Imperial Knight, donc on va le rejeter. Et on va garder Chaos Knight contre Black Templar pour mettre des points. Ici, du côté du défenseur, font ah, Aeldari, on aimerait bien mettre des points quand même. Custodes, c'est un peu 50-50. Alors on veut assurer des points, mais là il nous donne un Thousand Suns, ça peut nous libérer autre chose. Donc si on regarde nos estimés en les inversant, Thousand Suns met des points contre la Aeldari, donc ça veut dire que c'est pas bon pour la Aeldari. Adeptus Custodes a ses jaunes, donc là potentiellement on peut mettre des points, alors que ici on s'assure une perte de points. Bon, ok, donc on va choisir Custodes, toujours dans le côté, on va dire, dans les choix défensifs. Donc hop, on enlève le Thousand Suns et on a cet affrontement-là, donc Custodes contre Aeldari et on a Chaos Knight contre Black Templar. Voilà, de ce côté-ci. Ensuite, on change le jeton de choix de la table hein, d'une équipe à l'autre, et là on fait une autre phase de défenseur. Là maintenant on sait que chez l'adversaire il reste Deathwatch Imperial Knight, Necron Orc Custodes et Culte Genestealers. Chez nous on a toujours nos, on va dire nos listes de scoreurs, hein, Aeldari Culte Genestealers, sachant que pour l'instant ici on part sur quelque chose de bien, de pas trop mal. Ici c'est bancal. Ça reste bancal, on va espérer quand même que ça rattrape. On veut toujours jouer très agressif. Donc là on va retourner dans nos estimés. Là en défense on a mis le Black Templar. On peut essayer de mettre l'Astra Militarum en défense et puis en attaque on va essayer de mettre des gros scoreurs, hein, c'est l'objectif. Donc nous on se dit, allez, Astra Militarum en def. De l'autre côté, aïe aïe aïe, Custodes, on l'a toujours, hein. C'est ça, c'est le Custodes de la France qu'on affronte. Là c'est pas mal, on a Chaos Space Marine ici et Astra, donc à voir. On va dire Custodes. Donc les deux équipes montrent leur truc. Donc là on se dit ils nous mettent le Custodes. Donc Custodes, nous on a quoi de bien? On a notre culte encore de dispo, le Necron. Donc ça c'est vraiment les deux factions où on peut scorer. Du coup vu qu'on a un peu sacrifié notre pauvre Astra Militarum, eh bien on va lui mettre la peste et le choléra. Donc Custodes on va lui mettre Culte Genestealers ou Necron. Allez, à toi de choisir. Bon, de leur côté je sais pas, on va mettre au pif. Allez, on va mettre Ika par exemple. Là, c'est juste un peu pour accélérer l'analyse un peu du pairing et des deux styles principaux, on va dire, de pairing. Mais bien entendu, il y a tellement d'autres stratégies, mais c'est pour vraiment vous montrer que, en fait, les estimés que fournissent les joueurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Un bon estimé, c'est la clé de la victoire, vraiment. Donc c'est pour ça, et là on verra après, on va juste finir un petit peu cette gymnastique intellectuelle et ensuite on ira voir les pairings de l'équipe de France. Donc bon, Astra Militarum il nous offre Orc et Imperial Knight, donc on va ici. Notre Astra Militarum il est bon contre Imperial Knight, c'est pas mal, bof contre Orc, donc on va prendre Imperial Knight, hop, on bazarde les Orcs. Donc Ika c'est bon, c'est loqué. De leur côté, Adeptus Custodes, c'est un peu la peste et le choléra, hein, donc on va se dire, autant prendre un 15-5 contre un Culte Genestealers qui est un codex qui score qu'un 20-0. Donc on se dit, vas-y, on va prendre le culte. On libère un petit peu la matrice et on va essayer de faire quelque chose. Donc du coup, le culte, il est appareillé.
Et l'Imperial Knight, il est appareillé. Voilà. Ok. Et donc là, on arrive sur, vous savez, cette fameuse dernière mise. Parce que du coup, le défenseur qu'on va mettre et les deux attaquants, eh bien, il va nous rester une faction. Là, il nous en reste 4, Chaos Space Marine, Thousand Suns, Necron et Eldari. Donc c'est-à-dire que le défenseur et les deux attaquants qu'on va mettre, il y en a un, c'est les restants qui vont forcément venir ici. Et l'attaquant qu'on va refuser va forcément venir ici. Donc il reste Deathwatch, Necron, Orc et Culte Genestealers à l'adversaire. Il nous reste Deathwatch. On a déjà mis l'Astra Militarum, donc c'est mort. On n'a pas mis notre Eldar encore. Donc il peut encore nous offrir quelque chose. Ensuite, Necron. Donc contre leur Necron, on a toujours la Eldari. Donc on a que Eldari, parce que les deux sont déjà appareillés. Donc là, ça commence un peu à coincer, hein, Deathwatch. Est-ce qu'on veut mettre la Eldari contre la Deathwatch ou contre le Necron? Ensuite, il nous reste quoi? Les orques. Les orques, ça on peut pas, ça on peut pas. Ah, on a notre Chaos Space Marine pour mettre à 20-0. Et là, va falloir le miser. Ah, c'est une bonne information. Ou notre Necron. Culte Genestealers. Donc contre leur Culte Genestealers, il est où? Il est là. Bon, notre Thousand Suns est misé. Il n'y a que la Eldari. Donc là, contre lui, au niveau de notre matrice, on est un peu bloqué. Parce que contre le culte, il nous reste que la Eldari pour vraiment mettre des points. Mais si on met contre le culte la Eldari, on ne sait pas ce qu'on va mettre contre la Deathwatch, on ne sait pas ce qu'on va mettre contre le Necron. Donc là, ça commence à être difficile. De notre côté, il nous reste notre Thousand Suns. Notre Thousand Suns, globalement, il peut être fort contre le culte, il peut être fort contre la Eldari, mais le lore, ils l'ont déjà posé. Derrière, il va faire égalité contre la Deathwatch et le Necron. Ce sont deux autres armées qu'ils ont. Donc là, puisqu'on veut scorer avec notre Eldari, notre Chaos Space Marine, faut espérer qu'ils ne mettent pas notre orc contre le Thousand Suns. Sachant qu'ils savent pas ce qu'on va mettre. Ils savent juste qu'on va mettre soit la Eldari, le Necron, le Thousand Suns ou le Chaos Space Marine. Et c'est là où, en gros, la stratégie devient un peu comme un jeu de poker, où c'est un travail de dupe. Donc si on part du principe auquel on a envie de scorer avec nos autres listes, on peut tenter un bluff avec le Thousand Suns. Le Thousand Suns, ça reste fort. Notre adversaire, bon, se dit, ok, notre Deathwatch, bon, ils ont déjà mis l'Astra Militarum, donc on se prendra pas un 20-0. Ils ont mis le Custodes, donc c'est bon. Il reste que la Eldari. La Eldari, l'équipe l'a pas posé depuis le début. Donc est-ce qu'ils veulent se le garder en attaque ou en refuser restant pour assurer des points? Peut-être. Donc peut-être qu'ils se disent, ok, il n'y a pas d'Eldari ici, donc s'il n'y a pas d'Eldari, au final, notre Deathwatch est pas mal, hein, contre le reste. Donc, allez, let's go, on met la Deathwatch. Les deux révèlent, et là, les matrices commencent à prendre leur intérêt avec les estimés. Donc la France, on est là, on fait, ah, Deathwatch, ok. Sachant que, puisqu'ils ont mis Deathwatch, là, on noircit la case, paf. Donc il reste Necron, Orc et Culte Genestealers. Donc on sait ce qui reste à l'adversaire. Lui aussi, effectivement, on sait ce qui nous reste. Donc c'est là où on va essayer un peu de piéger. Donc Deathwatch, on sait nous à Eldari, très bien. Ou Chaos Space Marine, ou Culte bof. Et Necron, on sait pas. Et là on se dit, ok, notre Necron, est-ce qu'il est bon contre ce qui reste? Ça on sait pas, ça c'est déjà posé. Ils l'ont déjà posé. Il leur reste Necron, Orc et Culte. Necron 10-10, Orc, ah pas mal, et Culte à égalité. Ok, donc est-ce qu'on n'enverrait pas un Necron qui potentiellement peut faire une victoire ou pas? Où là vraiment on essaie de pouvoir placer efficacement notre Eldari et notre Chaos Space Marine contre les bons. De l'autre côté, on veut qu'ils nous mettent l'Orc, potentiellement. Ensuite, Black Templar déjà posé, Thousand Suns déjà posé, et Astra déjà posé. Donc il nous reste Chaos Space Marine, sauf que Chaos Space Marine c'est extrêmement brutal contre l'Orc, et bon contre le Necron. Et il leur reste Orc et Necron. Donc si on met Chaos Space Marine contre leur Deathwatch, on n'est pas sûr de faire des points. Et c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc, ce qu'on peut faire, la Eldari, il peut mettre 20 points contre Chaos Knight. Donc là, on peut se dire, ok, c'est peut-être le bon moment de présenter la Eldari. Parce qu'en face, ils peuvent nous présenter Necron contre Thousand Suns. Dans nos estimés, Necron, Thousand Suns, c'est égalité. Ils peuvent nous mettre l'Orc, Thousand Suns, bah l'Orc a l'avantage. Ou alors ils peuvent nous mettre le Culte Genestealers. Culte Genestealers contre Thousand Suns, bah c'est Thousand Suns qui met un Q. Donc ça veut dire qu'ils vont pas présenter le Culte Genestealers contre nos Thousand Suns. Donc le culte va falloir le gérer ailleurs. C'est là où la Eldari peut être sympa. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre la Eldari contre la Deathwatch. Et à partir de là, bah quand on regarde notre Deathwatch, faut pas mettre la Eldari encore. Parce qu'on veut le piéger sur le culte, eh bien il nous reste que Chaos Space Marine, notre culte ou des Necrons. Si on est sur une optique agressive et on veut pas mettre le culte parce que le culte est censé scorer. Alors le culte, on aimerait bien qu'il tombe contre le Necron. Donc là, on va mettre notre propre Necron en attaquant. Il nous en faut un deuxième. Dans la Deathwatch, Necron, c'est secret, on sait pas. On peut proposer l'Eldar. Comme ça, l'adversaire se dit, bon, l'Eldar,
Je sais que je vais perdre. Necron, je sais pas trop. On peut tenter le fait que la Eldari soit écartée. Donc on peut se dire, vas-y, on va mettre la Eldari quand même. De l'autre côté, or qu'on veut bien le mettre, c'est non, parce que c'est pas Eldari, Thousand Sun, ça rapporte un peu de points, mais il risque d'être écarté et on sait pas trop contre quoi on sera écarté à Eldari sur la Deathwatch. Pas cool, pas cool. Donc là, ils vont peut-être pas mettre l'orc. Donc on regarde ailleurs. On a le Necron. Necron Thousand Suns, c'est égalité. Bon, là on peut se dire, ok, on va peut-être mettre notre Necron. Pourquoi pas. Deuxième, il nous reste Culte Genestealers. On veut pas mettre l'orc, donc c'est forcément le culte qu'on va mettre. Sauf que Culte Thousand Suns, ça nous défonce. Donc, c'est là où des fois, quand on fait des pairings défensifs, on n'arrive plus trop à tenir. Donc là, on va se dire, bah écoute, on va mettre l'orc. On veut pas mettre le culte ici. Et on va espérer que le culte, qui vient ici forcément, bah affronte pas au moins le Thousand Suns, histoire qu'il rapporte des points. On arrive ici, donc on révèle, on se rend compte qu'ici, bah du coup, le culte n'est pas là, donc on le noircit, il arrive dans les restants. Nous, de notre côté, on a Necron à Eldari, donc c'est Chaos Space Marine qui va affronter le culte. Est-ce que dans nos estimés, on est bien? Chaos Space Marine, on sait pas trop. De ce côté-ci, bon, Thousand Suns, on affronte Necron Orc, mais leur Deathwatch affronte à Eldari Necron. Donc leur Deathwatch, c'est là où il faut s'intéresser, c'est à leur Deathwatch. On lui a présenté à Eldari ou Necron. Necron, il sait pas trop, Eldari, il sait qu'il va prendre une pile, une petite pile. Il va perdre, mais il va quand même donner des points. Alors que l'Orc, si on écarte l'orc et qu'ils écartent notre Eldari, aïe aïe aïe. Donc là, nous, clairement, on veut prendre l'orc, parce que le Thousand Suns contre l'orc, Thousand Suns, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Il est pas fou, notre Thousand Suns, contre Necron, et contre Necron, ok, contre Necron, notre Thousand Suns, c'est pas mal. Et du coup, ce qu'on veut pas, c'est que notre Eldari arrive contre l'orc. Donc, pour s'assurer que l'Eldari tombe pas contre l'orc, il faut accepter l'orc, ici, pour que le Necron arrive là. Et en face, s'ils jouent défensif, eux, ils se disent, c'est sûr, ils vont refuser l'orc. Parce que l'orc, il score contre le Thousand Suns. Et bah, c'est là où on peut leur dire, non, on accepte l'orc. Vous estimez que l'Eldari, vous voulez nous rapporter le moins de points, donc vous l'écartez. Et là, paf, on est sur un Eldari Necron. Et donc, leur Necron avec notre Eldari, on rapporte ça. Donc, si on fait les matchs, si on regarde un petit peu les résultats en respectant les estimés avec les codes couleurs de l'équipe de France, on arrive sur un résultat comme ça, où on fait plus 10 points, mais attention, on a 2 match-up points d'interrogation. Donc ça veut dire quoi? Si on est coach, qu'on tient ce tableau-là, que nos joueurs respectent l'estimé, on peut se dire que en fonction de comment va se dérouler ces deux parties-là, il va falloir vraiment surveiller. Parce que si on a l'ascendant ici, mais ici, ça se passe mal, faut essayer de rééquilibrer ailleurs. Donc c'est pour ça, les estimés des joueurs sont très importants. Plus les estimés seront respectés, mieux le pairing se déroulera. Mais là, sur la simulation, et c'est vraiment et rapidement, et au doigt mouillé, et avec des estimés full random, on arrive quand même sur un pairing agressif à 65 contre 55 pour l'adversaire. Et même si on imagine du 10-10-10-10, ça fait 85 à 75, donc pour l'instant c'est qu'une égalité. Et donc c'est vraiment là où, quand tu es capable de respecter ton estimé, ça permet de donner une stratégie sur l'appariement des parties, comme on a pu le voir là, et ça permet de savoir aussi quelles vont être les parties importantes, vraiment les parties clés, où on va justement pouvoir chercher ça. C'est quelque chose d'important que les joueurs puissent avoir des estimés qui sont corrects. C'est vraiment le plus important dans le jeu d'équipe, parce qu'en fait, les estimés, ce sont les données sur lesquelles on va s'appuyer pour faire l'appariement. Et là, on peut le voir, c'est-à-dire on essaie un peu de piéger l'adversaire, de deviner un peu ce qu'il va poser une fois qu'on a fait les 4 premiers matchs, les 2 premières defs et les 2 premières attaques de chaque équipe. Mais ensuite, les 4 dernières listes, normalement, c'est celles qui doivent aller chercher potentiellement le scoring, parce qu'on sait exactement quelles sont les 4 autres listes adverses, mais il y a toujours cette part, on va dire, aléatoire sur quel défenseur ils vont mettre. S'ils mettent ce défenseur-là, nous, quel attaquant on met? Donc c'est pour ça, vraiment, les estimés, plus ils sont propres, mieux c'est. Et là, comme on peut le voir, souvent, on va plutôt chercher un 15-5 ou un 5-15, quitte à avoir une faction qui perd contre l'adversaire, autant qu'il puisse mettre des points. Donc c'est pour ça que, et on va le voir, c'est assez étonnant, mais ça semble assez logique, que ce soit sur une stratégie, on va dire, agressive, et encore, c'est une stratégie agressive à mon niveau, avec
les estimés à la Podzub que j'ai fait. Donc là on va regarder un peu les pairings français sur les quelques matchs qu'ils ont fait, pas tous bien sûr, et on va surtout s'attarder sur la ronde contre l'équipe belge parce qu'on a aussi les estimés des autres joueurs. Mais globalement, on arrive là-dessus. Ronde 1, on a affronté les Nations Unies équipe A. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc déjà de base, je vous ai remis le tableau légende ici, que j'ai utilisé ici. Donc, voilà, là, je vous l'ai remis ici. Donc, la première ronde, on a Aeldari contre Imperial Knight avec un vert, et effectivement, il rapporte un vert parce que sur le résultat final, il fait plus 10, donc il a mis un 20-0. Culte Gene Steelers contre Adeptus Astartes, il le sentait pas forcément bon, donc un jaune 10-10 avec un -2, +2, et au final, il rapporte plus 10. Donc là, c'est pareil. Comment expliquer qu'on passe d'un estimé jaune à un résultat vert? Eh bien, ça peut être soit le manque de préparation potentiellement, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, je rappelle, ils ont eu qu'un mois tout préparé réellement sur la V10. Est-ce qu'il y a un manque d'entraînement ou de parties jouées contre cette faction? Est-ce que la liste sortait un peu de l'ordinaire et peut-être qu'il avait beaucoup plus de tirs indirects que sur les tests qu'ils ont fait avant le tournoi, donc... Enfin voilà, il y a tellement de choses en fait peut-être pris en compte et qui peut carrément expliquer une estimation jaune, et au final il rapporte un vert. Donc ça peut être un effet de jeu, un manque de préparation potentiellement pour les plus négatifs d'entre nous, ou simplement une construction de la liste adverse qui fait que au final le jaune n'était pas pertinent. C'est possible aussi parce que une même faction, des fois on peut vraiment la jouer de plein de manières différentes, donc ça peut expliquer ça. Ensuite on passe à Black Templar. Black Templar, on a un estimé vert, mais on est sur un résultat orange, donc là c'est pareil, mais il a affronté Tyrannide. Et on sait, pour ceux qui ont suivi un peu toutes les interviews de l'équipe de France, ou même, je vous le mets en lien, c'est la chaîne d'Aimé, donc une joueuse tyrannide française, excellente, vraiment excellente, qui avait prévenu, voilà, où Tyrannide, c'est ce qu'elle disait dans un de ses épisodes, où elle s'est rendue compte un peu tardivement de la véritable manière dont il fallait jouer les tyrannides, et du coup ça pouvait prêter un peu à confusion sur l'estimation réelle de la faction. Avec, on va dire, cette prise de conscience tardive, ça peut expliquer justement ce vert et ce orange. On est capable de l'expliquer. Black Templar, on sait que c'est Per Castor qui jouait, on sait que Per Castor, c'est pas la dernière planche de l'arbre, on va dire. Ça s'explique, c'est tout à fait logique. Plus Custodes, on est sur un match miroir, donc clairement, plus 10, je pense que c'est plus un fait de jeu. Bravo à Moyashi, du coup, qui jouait Custodes. Ensuite, on a Shord sur ses Necrons, plus 10 aussi avec un estimé jaune, donc manque d'entraînement peut-être. Est-ce que c'est la liste? Est-ce que c'est un fait de jeu? Parce que des fois, c'est juste un fait de jeu. Il suffit je sais pas, sur Necron, il me semble qu'Ashord aime bien jouer les barges, les arches du jugement dernier, qui, voilà, s'ils sont restés immobiles, Devastating Wounds, il suffit qu'à un moment, ils fassent 4-6, 4x4, 16 parce que c'est dégâts 4, blessure mortelle, et ça peut faire la différence. Donc c'est ce qu'on appelle un peu des effets de jeu. Ensuite on a Thousand Suns qui s'était mis vert, mais un petit vert 15-5 contre Culte Gene Steelers. On sait que c'est une faction qui est forte, et Thousand Suns peut générer un nombre de blessures mortelles assez infâme, ça a du tir indirect. Je trouve que le vert est bien. C'est une bonne estimation d'un point de vue, on va dire, connaissance générale du Thousand Suns contre le culte. Mais le culte a aussi beaucoup de répondants, tu peux jamais en gros le table rase parce que ces unités de ligne elles reviennent automatiquement en réserve pour réapparaître. Le culte a vraiment beaucoup d'effets de jeu qui peuvent être solides, donc je sais pas ce qui s'est passé par rapport à l'estimation. Et là, aïe aïe aïe, il me semble que c'est Mogor qui jouait au Thousand Suns. Je serais curieux, je me souviens plus vraiment ce qui s'était dit sur l'interview, mais en tout cas je vous encourage, pareil, de toute façon je mets tous les liens en description, donc dès que vous vous posez la question sur un contenu, n'hésitez pas à regarder en description, normalement je mets tout. Si jamais j'oublie, vous mettez un petit commentaire, hey Bijorn, tête en l'air, t'as oublié de mettre ça, comme ça je vois le commentaire et je le fais. Mais normalement il y a eu les interviews sur la rediff sur la chaîne Twitch de French Wargame Studio, donc je remercie encore Ivy pour l'accès à ces rediffusions pour justement mettre en place cette vidéo. Ensuite on a Astra Militarum, bon il se met un jaune contre Thousand Suns, ce qui me semble tout à fait logique, mais au final il rapporte, alors là j'ai mis un vert mais c'est un +2, donc non il est jaune, je sais pas pourquoi j'ai mis vert, non c'est jaune, tac paf, voilà, donc un jaune, donc il respecte l'estimé, pas de problème.
Chaos Space Marine, il se met un gros rouge des familles. C'est Grimjolo. Alors, Aeldari, c'est Zeka. Culte, c'est Lamar, Percastor, Moyashi, Ashord, Mogor. Petit Nico et Grimjolo. Donc il se met un gros rouge contre Aeldari, et tu m'étonnes qu'il se mette un gros rouge à Aeldari. Alors si jamais vous regardez la vidéo très tardivement, Aeldari, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est une faction infâme. Il met des 20 airs à un peu n'importe qui, n'importe quoi. Et au final, il rapporte des points. Alors, il rapporte des points. En fait, il n'en fait pas perdre autant qu'un rouge, il en fait perdre autant qu'un orange, donc ça veut dire quand même qu'il a réduit le malus qu'il met à l'équipe. Au final, quand on fait les calculs, on arrive à plus 30, donc c'est-à-dire 110 points. Et quand on regarde la ronde 1 de la France, 110 points. Voilà. Donc, des estimés globalement respectés. En tout cas, ceux qui n'ont pas été respectés, on peut les expliquer, ou alors, comme ici avec Grimjolo, qui s'estimait vraiment bas, et on le comprend à 100%, il réduit le malus qu'il avait annoncé à l'équipe. Donc moi, je tire juste ma casquette pour lui. Bravo Grimjolo, parce que contre Aeldari, c'est pas facile. Ensuite, on va regarder la ronde 4 directement. Donc, ronde 4, je sais plus qui ils affrontaient. Je suis bête. Je l'ai écrit là. Ronde 4, l'Australie. Voilà. Oui, je suis tête en l'air. Alors, Australie. Donc on a Eldar qui s'estime en vert et qui le respecte. Il reste sur un plus 4, donc on est dans l'échelle de bonus qu'il apporte à l'équipe. Culte Gene Stealers contre Necron, il s'estime en jaune et il rapporte un rouge. Ça par contre ça fait très mal à l'équipe. Donc je pense là c'est plus un effet de jeu. En tout cas, là Lamar... aïe. Bref, quand t'es coach, aïe, c'est dur de... Voilà, il faut aller informer les autres tables en mode « Ah là, ce serait bien que tu pousses un peu, etc. » Bref, Black Templar, il annonce un vert, il rapporte un vert, on est dans l'échelle, puis on est dans l'échelle plus, il fait un plus 6 alors que c'est plus 3, plus 7, la variable du vert clair, donc très bien. Moyashi, l'homme du match, il annonce un orange, donc une perte. Vu qu'en plus, dans le futur, on sait que là, Lamar, aïe, Moyashi, il nous rapporte un vert, un plus 3, donc de malus, il nous apporte un bonus. Donc là, on respire un peu, on se dit, ok, on peut peut-être rattraper le problème qu'il y a eu avec Lamar. On continue, Necron annonce un jaune, il rapporte un jaune, positif. Qui plus est, Thousand Suns, s'il annonce un jaune, il reste dans son jaune. Alors à la limite, parce qu'il est au plus bas de la variable, -2. Et là, Astra Militarum, on annonce un violet, donc on sait pas trop, contre Tyrannide. Et au final, il est sur le côté positif avec un plus 3. Donc là, on a vraiment deux résultats vraiment sympas qui permettent un peu de rattraper ça. Donc derrière... Chaos Space Marine, bon, un gros vert, au final, il nous rapporte un petit vert, donc ça reste positif. Là, on pourrait se demander, est-ce qu'il se sentait pas trop à l'aise? Un petit excès de confiance, peut-être, peut expliquer. Après, il tient quand même son objectif de rapporter des points à l'équipe, donc clairement, contrat est respecté. Donc globalement, plus 11, donc on est à 91 points. Sur notre 4e ronde de l'équipe de France, 91, on est bien. Ronde 5, donc contre l'Angleterre. Là déjà, aïe. Alors, déjà on démarre mal. Là on est sur Aeldari contre Astra Militarum, il annonce un violet, il sait pas trop. Final, il rapporte 0, donc 10-10, égalité. Un 0 c'est mieux qu'un -5, donc on va dire qu'il respecte un peu son estimé aléatoire. Attention, on met une petite pastille là à Zeka, en mode attention Zeka. Et c'est vraiment là, dans ce genre de match où je le répète, l'estimé des joueurs est ultra important. Et je le rappelle aussi, ils ont eu un mois de préparation. Donc le gars, par exemple, n'a pas eu le temps, bon, je pense qu'il a eu le temps de tester l'Astra Militarum, il me semble que Petit Nico et Zeka sont de la même équipe, des PU, Paris United, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais franchement, pour l'instant, sur les deux rondes qu'on a analysées, les mecs sont bons. Alors, Culte Jeune, il nous annonce un rouge à -10, en gros. Il nous fait -9, donc il rapporte quand même un point. Voilà, il se rattrape de la ronde d'avant. Black Templar, bon bah PK, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars il est capitaine, il est sélectionneur, il fait le pairing, c'est un constructeur de liste. L'année dernière il vient en Salamanders, non, j'avais annoncé que Salamanders c'était fort, il vient en Salamanders donc il me fait plaisir, comme ça il me donne raison. Il fait un super score en solo, il fait un très bon score en équipe. Là il nous vient avec des Black Templar, franchement il respecte son estimé, et sachant qu'il y a des rondes que j'ai pas pris en compte là, pour aller un peu plus vite. Moyashi, bon il est sur un variable, mais il nous rapporte un +1, donc c'est un peu comme à Aeldari, donc je préfère que ce soit un 0 ou un +1 qu'un -5. Necron, il respecte son estimé. Thousand Suns, pareil. Hey, petit Nico là, il nous annonce un petit vert.
Donc au moins 3 points et au final un petit -1. Bon, il nous ramène une égale, mais avec le -9 qu'on prend ici, pour l'instant on n'arrive pas à faire la différence. Et là, Chaos Space Marine. Oh bon, qu'est-ce qui s'est passé, Grim? Grim, dis-moi, explique-moi. Bon, bien sûr, si vous voulez l'explication en détail, n'hésitez pas. Là, le seul commentaire en vrai que je peux faire à froid, c'est, voilà, là, Grimjolo a pas su respecter son estimé. Vic Vigé qui nous joue Thousand Sons. Donc oui, là, attention, Grim, hein, si on doit faire une analyse à froid, t'as pas su respecter ton estimé, est-ce qu'il y a eu un effet de jeu, un petit pas de chance à un moment donné? Est-ce que la fatigue quand même se fait ressentir, hein? On est au bout du War Master et de cette ronde-là, c'est la dernière de la journée, il reste qu'une journée, donc c'est vraiment l'avant-dernière journée, donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de fatigue? Bref, en tout cas, bon, -10. En fait, le problème c'est que même si la Grim, ceux qui sont, on va dire, les plus malhonnêtes vont dire c'est la faute de Grim, parce qu'il n'a pas respecté son estimé, désolé, mais si on doit mettre la faute sur Grim à ce moment-là, faut aussi mettre la faute sur Moyashi et Zeka. Parce qu'en fait, on a deux estimés où ils savent pas trop. Là, ils donnent quand même un estimé. Bon, ils se trompent dû à je ne sais quoi, et je vous invite sur les rediffusions de French Wargame Studio si vous voulez un peu avoir plus de détails, on va dire, à chaud. Moi, je suis pas du tout là pour critiquer, on va dire, leur niveau de jeu. Je le rappelle, les gars, ils font les ligues, ils font aussi des tournois hors ligue. Les mecs se donnent, s'entraînent comme des malades. Ils ont eu un mois de préparation. On est sur la dernière ronde de l'avant-dernière journée. Moi, je suis désolé, mais j'ai déjà rendu mon tablier, en fait. Moi, allez, à la rigueur, je fais le War Master et après, ciao, hein, je fais pas des rondes en plus. Hein. Je serai lessivé. Donc, ok, ça trébuche. C'est contre l'Angleterre. L'Angleterre, si je vous le rappelle au classement, ils arrivent 5e. Sur le WinSOS, je sais plus combien ils sont. Ils sont premiers sur le WinSOS. Donc, très très bons adversaires. Et ici, non, j'ai mis le plus petit, le grand. L'Angleterre, ils sont 3e. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on n'affronte pas les perlimpinpins. Et historiquement, pour ceux qui suivaient l'ETC à cette époque, France-Angleterre a toujours été un super match à suivre. Toujours très intense. Je crois qu'on a souvent perdu hein, contre l'Angleterre. On a égalisé quelques fois et je crois qu'on l'a battu une fois. Ça devait être l'année dernière, il me semble, peut-être. Mais voilà, c'est pas une petite équipe, l'Angleterre. Et là, quand vous voyez, c'est égalité, 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 ça montre juste le niveau de dingue des deux équipes, pas que de l'Angleterre. L'équipe de France est solide. Lamar respecte son estimé. Là, c'est qu'une affaire de pairing. Ici, ils savent pas, ils arrivent quand même à égaliser sans faire perdre de points de malus, on va dire, sur le score. Ici, on se fragilise un petit peu. Donc voilà, je dis, si vous voulez cracher sur Grim, je suis désolé, déjà vous êtes des bips si vous faites ça. Et si jamais vous devez engueuler Grim, bah vous devez engueuler petit Nico. Parce que en soi, si on veut être de mauvaise foi, il respecte pas non plus son estimé. Et puis là, comment ça se fait qu'on a des points de... Non, désolé, c'est pas du tout ma mentalité. Donc ok, là c'est un match qui est très compliqué. Avant-dernière journée, dernier match de la journée. Un mois de préparation, les gars se donnent toute l'année. On a trébuché, faut le dire, c'est vrai. On a trébuché. Et autant essayer de se reprendre sur les prochains matchs. Donc voilà pour l'Angleterre. Je pense que le pairing était pas simple. Les listes étaient pas simples. Et puis le niveau de jeu des joueurs en face, mamma mia, c'était pas simple non plus. Donc là, clairement, je leur jetterai jamais la pierre. C'est pas comme si, je sais pas, si tout le monde aurait été catastrophique. Là, on aurait pu se dire, hey, il s'est passé quoi au pairing? Mais là, en fait, tout le monde arrive à tenir leurs estimés, à faire un peu mieux. Donc non, bravo les gars. Franchement, la ronde devait être exécrable. Alors pas en termes d'ambiance. Pousser pour essayer d'avoir les points, parce qu'en face, c'est pas non plus des guignols. Ils vont pas se laisser faire. Hein. S'ils peuvent vous la mettre parce qu'à un moment, vous avez pas posé le socle au bon millimètre près, ils vous rentrent dedans. Ils savent lire le jeu. Et peut-être qu'en termes d'expérience, l'Angleterre a été plus forte là que la France. Parce que il me semble que vraiment dans les joueurs expérimentés de France qui ont fait d'autres WTC, il me semble qu'il y a Lamar PK. À Charles, je crois que c'est son premier WTC. Bon, il y a Mogor qui est... c'est le papy. Nico, c'est pareil, c'est son premier. Grim, je crois que c'est son premier, mais il a dû faire le War Master l'année dernière. Je me souviens plus trop. Mais voilà, franchement, on a une équipe de France qui est jeune, en vrai, par rapport à d'autres vétérans de l'équipe d'Angleterre. Voilà pour le match France-Angleterre. Bravo les gars, franchement, vous avez pas du tout à trembler là-dessus. Allez, on passe à la dernière ronde contre nos copains belges. Je passe un petit coucou à Vez Viper, mon petit belge préféré. Aildari Custo,
petit vert, il nous rapporte un bon vert, plus 9. L'estimé belge est bon aussi, hein, voilà, prend un Q. Bon bah c'est fait. Lamar, c'est pas qu'il y a eu de la faiblesse, mais il y a eu plus eu, on va dire, globalement, où on l'a envoyé contre des factions où il devait vraiment s'arracher pour rapporter des points à l'équipe. Et du coup, il y a vraiment il y a une tension, une surcharge mentale en fait, qui peut arriver aussi entre la fatigue, la surcharge mentale parce que tu t'es tapé des match-ups de merde et difficiles et t'es obligé de suer les dernières gouttes de ton front pour réussir à rapporter des points ou à limiter la casse. Donc là, clairement, on est sur la dernière ronde, c'est pas impossible qu'il y ait un peu de problème à ce niveau-là. En tout cas, ici le culte, il se met jaune, Belgique aussi, donc ils sont conscients que c'est un match 50-50, culte Necron, et au final, Lamar ramène 3 points, donc un petit vert, voilà, le minimum du vert, donc très très bien, au-dessus de son estimé, donc bravo. PK qui se note sur un orange, donc 5-15, la Belgique, inversement, 15-5, donc les deux joueurs en sont conscients, mais PK c'est un magicien, il nous ramène un jaune au lieu d'un orange, donc plus 2. Donc pareil, je vous invite à aller regarder les rediffusions de French Wargame Studio pour avoir les interviews en détail. Chaos Space Marine Black Templar, il a beaucoup plu, je sais que dans la liste il joue 3 Whirlwind avec un Landspeeder, 3 Whirlwind sur Oaths of Moment qui tire, ça peut faire très mal et les gens s'en aperçoivent pas si facilement que ça. Je pense que vous pouvez vous en apercevoir des triple whirlwind, c'est pareil, vous aurez ma chaîne Twitch en description. Je crois que vous avez une partie en rediffusion où je joue contre un tyrannide et je massacre du monstre à coup de 3 whirlwind quand même. C'est quelque chose qu'il faut pas du tout sous-estimer. Je pense que ça a pas mal fait la différence. Après PK il a de la magie entre les doigts, donc bravo à lui, plus donc un jaune positif et ça c'est cool. Ensuite Custodes, il nous annonce un rouge mais il amène un orange, donc il limite la casse. Là où au final la Belgique était un peu plus réaliste dans leur estimé avec un vert clair, donc normalement il aurait pu se mettre en orange. Donc là je sais pas trop, est-ce que le fait qu'il ait affronté d'autres matchs un peu compliqués comme ici avec l'Angleterre où il s'est noté violet et il s'est noté en orange ici contre l'Australie et l'Aeldari, donc est-ce qu'il est resté on va dire sur ses estimés on va dire de test où Eldar c'est très fort, s'il fait pas les bonnes 4+, en fait il fait un rouge, il a eu les bonnes 4+ contre les blessures mortelles et du coup il a pu ramener un orange. Je pense que c'est ça, et peut-être que la Belgique a pris un peu plus en compte ce phénomène de la 4+. Ce phénomène en fait c'est sur votre jet en fait, si vous faites beaucoup de jet de dés, vous allez arriver sur une stat, voilà, sur une moyenne pure, ou en tout cas s'en rapprochant le plus possible. Mais ça il faut faire beaucoup de jets pour que ce soit bon, et sur un même dé. Du coup ça veut dire que sur la vie, donc la vie c'est le nombre de jets, des fois vous allez être au-dessus, des fois en dessous. Donc il suffit que là pendant la partie au final il soit au-dessus et c'est comme ça qu'il nous rapporte un orange. Il aurait été en dessous, c'est là où il nous rapporte un rouge. Donc je pense que, est-ce que Moyashi est pas, c'est pas le mot pessimiste, c'est pas le bon. Moi j'ai l'impression il sous-estime un peu ses capacités et son estimé. Donc en tout cas d'un point de vue extérieur, sans connaître Moyashi, et s'il regarde cette vidéo, j'ai envie de dire, fais-toi plus confiance, t'as géré ton WTC, pour moi t'es un peu le MVP de l'équipe de France, même si j'en aime beaucoup d'autres, et franchement let's go, parce que là tu nous as montré un jeu de dingue cette année en tout cas. Et puis en fin de V9 il joue Space Wolf, donc clin d'œil au joueur Space Wolf. Necron il se met un jaune, tant mieux pour le Thousand Suns, mais en termes d'estimé c'est celui qui il s'est mal estimé. Ensuite Thousand Suns, Mogor il nous rapporte c'est une machine de rigueur, Mogor, parce que là si on regarde juste sur ces estimés là, il nous rapporte vert, jaune, bon ici, aïe en première ronde, aïe, mais sinon c'est une machine, jaune, vert. Bon si je te dis je te ramène un vert, je te ramène un vert, donc bravo. Et du coup petit problème d'estimé au niveau de pas un problème d'estimé, il s'estime bien contre le Thousand Suns. Astra Militarum il s'estime en vert, alors là par contre aïe, parce que c'est vrai qu'Astra Militarum on aurait tendance à dire Imperial Knight, final je mettrais avantage à l'Astra d'un point de vue global, ça a beaucoup d'anti-chars, beaucoup de tirs indirects, c'est assez infâme, donc c'est censé gérer Lika, et là en fait Lika c'est lui qui ramène un gros vert bien foncé, donc c'est pareil, est-ce que c'est peut-être manque d'expérience, manque d'entraînement,
En tout cas, les deux joueurs se sont mal estimés. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de jeu? Parce qu'en général, quand il y en a qu'un qui se trompe, soit il s'est pas suffisamment entraîné, soit il se sentait un peu trop en confiance, soit il connaissait pas du tout l'estimation en réalité. Et quand c'est les deux joueurs qui se trompent, j'ai aussi tendance à plutôt pencher vers l'effet de jeu. Et enfin, Chaos Space Marine, Grim, il s'estime jaune, il rapporte un jaune, donc très bien. Et là, c'est plutôt le joueur belge qui s'est un petit peu fourvoyé. Donc bravo Grim, ça nous rattrape ça, Grim. Et donc, si on fait un peu les comparaisons bonus-malus de chacun, sachant que au total ça fait 0 et du coup c'est 80 à 80, donc une égalité parfaite contre la Belgique, on peut juger un peu l'estimation globale. L'estimation globale, en gros, ici on est sur un plus 2, c'est-à-dire que plus 2, donc on aurait dû marquer 82 points. Sur l'estimation française, on rapporte 0. Donc 0 et 2, c'est très proche. 0 et moins 8, c'est beaucoup moins proche. Donc, cela signifie tout simplement que la Belgique, dans ses estimés, était un peu plus en tort que la France, mais ils se voyaient pas gagnants. Avoir un estimé final après pairing à moins 8, c'est se dire qu'on part sur un 72 et donc qu'on perd, alors qu'ils ont égalisé. Tout ça pour vous dire, et vous expliquer un petit peu, voilà, sur le comportement des rondes. Ici, j'ai pas les estimés comme ça. Ici, voilà, sur ces rondes-là, on peut voir que donc c'est la ronde 6. La ronde 6, on la perd. Ici, la ronde 2, on la gagne. Et la ronde 3, on la gagne. Mais vu que j'ai pas les estimés, on peut pas vraiment juger un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'estimation des joueurs. À la préparation de cette vidéo, bon, Ivy, comme vous avez pu le voir, a annoncé quelque chose. Donc, force à toi, Ivy, déjà. Voilà, je prends ce moment-là au moins pour te le souhaiter. Il faut savoir, j'ai contacté Ivy avant qu'il annonce ça, je savais pas, en lui demandant en fait l'autorisation si je pouvais utiliser ses rediffusions pour faire cette vidéo. Il m'a répondu très rapidement en me disant ben oui, vas-y, let's go. Et quelques jours plus tard, c'est là où je vois sur les réseaux l'annonce d'Ivy et son live. Il m'a un peu porté au cœur aussi parce que j'ai une pépette de 16 ans. Il y a Bob the Sponge qui sait, mais j'ai aussi une pépette de 16 ans qui se fait vieillotte. C'est une croisée, donc normalement en général ils ont une durée de vie un peu plus longue, mais ça porte un peu au cœur aussi. Donc force à toi Ivy, prends le temps qu'il faut. Voilà, je pense qu'il y a une partie de la communauté qui est en deuil. Sur ce point, baisse de morale, tout ça pour vous dire que franchement, si après toutes ces explications, ok, il y a des moments où l'équipe de France a eu quelques baisses, à quelques moments. Globalement, les estimés sont respectés dans la majorité des cas. Donc pour moi, on va dire, le job de l'équipe de France est largement respecté. Quand on a ça, je suis désolé, mais quand on a un Win SOS à la 3e place et un Extended à la 2e place, si on regarde le classement France, et tous ceux qui sont à la 9e place ici. Donc en gros, on serait 5e ex aequo avec l'Allemagne, l'Espagne, etc. Franchement, l'équipe de France, elle a pas démérité. Vraiment pas. Avec un Win SOS, un Extended d'abord à la 2e place et un Win SOS à la 3e place, franchement, l'équipe de France, vous avez géré. Point. Il n'y a rien à dire en fait. Et ceux qui veulent juste cracher sur l'équipe de France pour cracher leur venin, je suis désolé, mais déjà faites le job, montez une équipe, allez en Ligue 1, gagnez le Big Four, devenez sélectionneur de France, de l'équipe de France, et ensuite allez au WTC avec votre meilleure sélection. Et en n'ayant que 1 mois de préparation au WTC. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. L'équipe de France, elle a cartonné. Point. Allez, dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.